si on arrive dans un État totalitaire, alors cet État totalitaire a des informations sur la moitié des êtres humains de la planète, à un niveau de détail que même ma famille n'a pas sur moi. Google me connaît mieux que mes enfants. Quand Biden avait dit on va couper TikTok, il y a eu des Américains qui sont descendus dans la rue pour dire laissez-moi mon TikTok, j'ai besoin de mon TikTok. Si demain on nous coupe Google Doc, Google Sheet, Google Maps, Google Mail, Google Search, Microsoft Office, Microsoft Windows, iOS, les accès à nos téléphones Android, les accès à nos iPhones, mais en fait on ne peut plus rien faire. On est complètement dans le noir. Bonjour Gilles. Bonjour Shaiman. Alors, vous êtes docteur en intelligence artificielle, cofondateur et PDG de Recital, une start-up de traitement automatique des documents, et auteur du livre « Donnerons-nous notre langue au chat GPT ?» ChatGPT, évidemment, c'est un jeu de mots. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est vraiment crucial et pourtant qui me semble largement négligé, la souveraineté numérique. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le constat? À quel point est-ce que nous sommes dépendants et en quoi ça pose vraiment un problème? Alors, ce constat, je l'ai fait en fait quand je finissais ma thèse, donc en 2016. Et où en fait je me rendais bien compte que donc c'était l'explosion du deep learning, le retour en grâce de l'intelligence artificielle, et je me rendais compte déjà que finalement, même dans les labos, de plus en plus, on était, je dirais, les simples testeurs de modèles qui étaient faits principalement par les labos de recherche de Google et de Facebook encore à l'époque. Et en sortant de ça, j'ai créé Recital. Et Donald Trump venait de se faire élire pour la première fois. Et déjà à ce moment-là, je me suis dit, ce type-là est quand même un peu bizarre. J'étais évidemment pas le seul à le dire. Et je me suis dit, mais finalement, si demain on nous coupe Google Doc, Google Sheet, Google Maps, Google Mail, Google Search, Microsoft Office, Microsoft Windows, iOS, les accès à nos téléphones Android, les accès à nos iPhones, mais en fait, on ne peut plus rien faire. On est complètement dans le noir. Et du coup, c'est fort de ce constat que je me suis dit, mais il faut absolument qu'on crée en Europe des solutions alternatives pour que si un jour le type qui est arrivé à la Maison-Blanche se met pour une raison ou pour une autre à nous couper ses accès, eh bien on ne soit pas complètement dans le noir. Je reprends cette idée-là à la fin du livre en disant mais finalement personne, même avec une nation amie, n'irait importer son eau ou son électricité de cette nation. C'est beaucoup trop dangereux, ce sont des ressources qui sont trop importantes. Eh bien, en fait, le numérique aujourd'hui a pris une telle place dans nos vies que c'est finalement aussi important, et pourtant, on l'importe massivement d'un pays qui, jusqu'à présent, était ami, qui s'appelle les États-Unis, mais qui, avec l'élection de Trump 2, remet complètement en question cette relation-là. Donc la souveraineté numérique, c'est l'idée de dire, sur ces ressources numériques pour lesquelles on est complètement dépendant, il faut qu'on soit autonome. Finalement, souveraineté, je trouve, peut se remplacer assez facilement par autonomie. Il faut qu'on soit autonome sur notre eau, sur notre électricité, sur notre nourriture et donc aussi sur notre numérique. C'est ça vraiment l'idée de fond. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos sociétés sont complètement dépendantes d'Internet pour absolument tout. Presque toutes les tâches cognitives se font via Internet et tous les flux logistiques, enfin absolument tout est dépendant d'Internet. Et évidemment, j'ai l'impression que ça joue, c'est vraiment un levier de négociation absolument majeur. C'est-à-dire que si par exemple Donald Trump veut imposer une certaine mesure, que l'Europe dit non, on ne va pas aller dans ce sens, mais que Donald Trump dit si vous n'allez pas dans ce sens, on vous coupe vos services numériques par exemple, on ne peut absolument rien faire. On n'a aucun pouvoir dans cette négociation. On est totalement dépendant. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ça a déjà eu lieu lors des négociations avec le Canada. On a vu ces dernières semaines les droits de douane extrêmement élevés et puis les conditions très dures que Trump essaye d'imposer au Canada. Le Canada a rétorqué en disant très bien, mais notamment pour les États du nord-est américain, vous dépendez massivement de notre électricité. On va couper notre électricité, ce à quoi immédiatement Trump a répondu très bien, on vous coupe les services numériques. Le Canada est tout de suite revenu sur sa position. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, on est dans une situation de négociation qui est extrêmement déséquilibrée. Et en plus de ça, il me semble que ça facilite aussi l'espionnage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Alors effectivement, le numérique
à la différence de l'eau ou de l'électricité, est une matière, et plus précisément un service un peu particulier. Parce qu'en fait, quand on paye une licence Google ou Microsoft pour utiliser les services, en fait, on paye 2 fois. On paye une fois en argent, en numéraire, et puis on paye une autre fois en data. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce qu'on paye en data a probablement beaucoup plus de valeur que ce qu'on paye en numéraire. Autrement dit, quand on paye 5 € par mois pour un abonnement à Google Desktop ou Google Suite pour Google Doc, etc., eh bien en fait, la vraie valeur de ce qu'on envoie, c'est nos data, c'est nos usages. Donc qu'est-ce que ça recouvre précisément ? Il y a nos données personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, Google sait que je m'appelle Gilles Moïse, que j'habite dans le 14e arrondissement à Paris, que j'ai une compagne, que j'ai 2 enfants, etc. Il sait énormément de choses sur moi. Et d'ailleurs, ces datas peuvent être ensuite revendues à d'autres aux États-Unis, mais pas en Europe. Peut-être qu'on parlera aussi des différentes manières dont les grands blocs orchestrent et légifèrent sur l'utilisation de ces données. Mais aux États-Unis, il y a des boîtes comme Axiom, par exemple, qui sont ce qu'on appelle des data brokers, qui sont des énormes boîtes, c'est plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui achètent, revendent de la donnée personnelle et qui, il y a déjà quelques années, se vantaient d'avoir plusieurs, je crois, centaines de points de données sur quasiment tous les Américains. Un point de données, c'est ça, c'est un nom, un prénom, un numéro de sécurité sociale, est-ce qu'il a le permis, sa religion, son orientation sexuelle, etc. Donc ça, c'est le premier point, les données personnelles. Et puis ensuite, il y a les données d'usage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais sur mon ordinateur ? Qu'est-ce que j'ai cherché ? À quel moment ? Quel jour ? Dans quel contexte ? À quel endroit ? Etc. Et donc, ce qui est vrai, c'est que ces données-là donnent à celui qui les possède un pouvoir, là encore, par asymétrie d'information. Alors tant qu'on était, je dirais, entre gentils, entre gens, finalement, ils utilisaient ces données pour nous vendre des chaussures. Bon, peut-être qu'on consomme trop de chaussures, que d'un point de vue écologique, c'est discutable. Et c'est vrai que c'est discutable, mais bon, à la rigueur, ça allait. Mais quand on arrive dans un État que certains, aujourd'hui, commencent à qualifier de totalitaire. Pour rappel, dans les origines du totalitarisme, Hannah Arendt nous dit, finalement, les masses et la population dans un État totalitaire sont des gens qui agissent selon des règles fictives. Et c'est vrai que le monde semi-fictif, quasiment entièrement virtuel, dans lequel semble évoluer Donald Trump, c'est-à-dire avec une politique qui est faite sur Twitter, avec plus aucun rapport à la vérité, plus aucun rapport à la réalité, on est en droit de se demander si, comme nous le disait déjà Hannah Arendt, il y a bientôt 100 ans, on n'arrive pas dans un État totalitaire. Et si on arrive dans un État totalitaire, alors cet État totalitaire a des informations sur la moitié des êtres humains de la planète, à un niveau de détail que même ma famille n'a pas sur moi. Google me connaît mieux que mes enfants. Et si vous voulez, là, il y a une vraie question. Donc ça c'est... Ce que je dis souvent, c'est que la manière dont ces données sont collectées, c'était le rêve de la Stasi. Vous savez, l'État, le gouvernement totalitaire de RDA, avant la chute du mur. C'est-à-dire que, en plus, on les donne volontairement. Donc, c'est le rêve, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est pas spécialement conspirationniste comme idée, puisque Snowden, déjà en 2013, donc il y a 12 ans, nous disait déjà, le programme PRISM, les programmes mis en place par la NSA et la CIA, les Three Letters Agency, eh bien, leur permettent de voir quasiment en temps réel l'utilisation d'Internet dans le monde. Et ça, c'était il y a 12 ans. Il y a assez peu à parier que 12 ans plus tard, les choses aient régressé. A priori, elles ont au contraire considérablement avancé. Donc oui, il y a un énorme sujet sur qui possède ces données et ce qu'on peut en faire. D'autant plus qu'au-delà de la dépendance qu'on a du coup envers l'État américain, on a aussi une dépendance envers les big tech qui créent ces services. Et par exemple, si l'Europe décide d'imposer telle ou telle régulation, d'une manière ou d'une autre, doit entrer dans un rapport de force avec ces big tech, ça leur crée là aussi un pouvoir de négociation absolument énorme. Il me semble qu'il y a même eu quelques exemples par le passé avec l'Australie, où l'Australie essayait d'imposer certaines choses. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que des big tech disaient non, si vous faites ça, on enlève vos services et on peut absolument rien faire, quoi. On n'arrive plus à...
c'est une grosse perte dans notre rapport de force face à ces entreprises. Et donc, c'est des entreprises qui deviennent presque plus puissantes que la loi, puisque c'est elles qui choisissent la loi finalement. Ouais, tout à fait. Alors, l'Union européenne, et notamment au travers des commissaires Thierry Breton et Margaret Vestager, s'est pas mal battu contre ça, avec un certain succès. Mais oui, c'est un succès qui est toujours limité par le vrai pouvoir de ces acteurs. On a vu quand même quelques amendes importantes qui ont été données à tous les acteurs du Big Tech, que ce soit Microsoft avec ses abus de position dominante avec Internet Explorer, que ce soit Meta, que ce soit Google. Mais à chaque fois, il faut mettre en rapport le montant de ces amendes avec le chiffre d'affaires de ces acteurs. Quand on met 1 milliard d'amendes à Meta, c'est quand même une vraie amende, hein. Bon, faut se rappeler que Meta, c'est 165 milliards de chiffre d'affaires. Donc oui, si vous voulez, donc ça veut dire que c'est quoi? C'est 2 jours. 2 jours de chiffre d'affaires. Donc c'est un peu ennuyant, mais je veux dire, c'est pas très grave. Donc c'est ça aussi. Et pourquoi? Parce que de toute façon, si on appliquait strictement le RGPD et plus récemment le Digital Services Act, le Digital Marketing Act, etc., de toute façon, ces acteurs n'auraient pas le droit d'opérer en Europe. De toute façon. Et probablement d'autres acteurs européens aussi, hein. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on est déjà dans une situation on est déjà hors la loi et on l'accepte déjà. Donc, ça fait que de fait, c'est assez difficile d'aller voir les gens en leur disant « Ah, c'est pas bien », puisqu'en fait, ils le font déjà au quotidien. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer avec le droit d'auteur et les IA génératives et OpenAI. On voit en ce moment, enfin, et puis même depuis novembre 2022, donc depuis la sortie de ChatGPT, toutes les affaires qui émergent et qui attaquent OpenAI pour utilisation de contenus sous droit d'auteur, etc. Et en fait, en pratique, comme tout le monde les utilise, de fait, voilà, alors on essaye de légiférer un peu en retard, mais on ne sait pas bien à quoi ça servira. Alors oui, ça permettra de gagner un peu d'argent, mais si vous voulez, je pense que ce sera exactement comme lorsque Google a été attaqué dans le courant des années 2000 sur Google News et sur les acteurs de presse. Et donc les acteurs de presse ont eu un micro gain de cause qui a paradoxalement accru leur dépendance, puisque maintenant, effectivement, Google est obligé de verser des pécadilles. Enfin, je veux dire, ça doit être quelques millions d'euros. Je veux dire, pour Google, quelques millions d'euros, c'est rien, c'est vraiment rien. Et donc, du coup, qui deviennent les principaux sponsors des journaux papier aujourd'hui. De ceux, en tout cas, qui ne sont pas encore passés à des modèles d'abonnement en masse. Donc, ça fait que non seulement ils n'ont pas gagné grand-chose, mais en plus, ils ont accru leur dépendance par rapport à ces big tech, qui, du coup, deviennent leurs principaux pourvoyeurs. Donc oui, non, il y a un énorme sujet juridique là-dessus, mais effectivement, pour revenir à la première question, tant qu'on n'est pas souverain et autonome sur cette technologie-là, évidemment, on ne peut pas trop leur taper dessus. Donc on tape un peu, mais ça reste symbolique. Comment ça se fait qu'on accepte finalement que ces acteurs ne respectent pas des règles qu'on a mises en place? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de surveillance ou bien une complaisance? Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'on en a besoin. Mais c'est marrant parce que, ce que les Européens vivent avec les Américains l'ont vécu avec les Chinois tout récemment avec TikTok. Quand le gouvernement, donc quand Biden, juste avant que Trump arrive au pouvoir, quand Biden avait dit on va couper TikTok, il y a eu des Américains qui sont descendus dans la rue pour dire laissez-moi mon TikTok, j'ai besoin de mon TikTok. Donc ce que je veux dire, c'est que on est dans une situation de dépendance telle qu'il est impossible de couper ces services-là. Et si vous coupez Instagram, Facebook demain, mais c'est la révolution dans le pays. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on est esclave, mais on le veut. Et ça, pour en sortir, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, je le vois bien. Moi, j'ai créé Récital en 2017, donc ça va bientôt faire 10 ans. Et déjà, à cette époque-là, je n'étais pas le seul à parler de données personnelles, de souveraineté, etc. Il y a des associations beaucoup plus anciennes, comme la Quadrature du Net, qui travaillaient là-dessus. Et on voit bien que ces gens-là, en fait, tout le monde s'en fout un peu. Et je le dis pour moi aussi. C'est-à-dire que je me rends bien compte qu'aujourd'hui, je ne vends pas mes produits parce qu'ils sont souverains. Je vends mes produits parce qu'ils sont bons. Et parce qu'ils marchent et parce qu'ils rendent un service. Mais c'est vrai que la souveraineté,
on aime bien en discuter, mais en fait, quand on leur dit « Ok, mais être souverain, ça veut dire arrêter Insta », ah ouais, mais non, en fait, voilà. Bon, donc ça veut dire que, c'est-à-dire que pour se sortir de cette situation, en fait, j'ai l'impression que la seule solution, c'est de faire mieux. Mais dire arrêter d'utiliser, c'est pas bien, ça fonctionnera pas. On parlera des solutions, mais il y a quand même un aspect que je trouve particulièrement important, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acteurs dire que ça serait vraiment extrêmement important de développer des intelligences artificielles souveraines. Mais à côté de ça, est-ce que ça a vraiment un sens finalement de parler d'IA souveraine, alors que par exemple nos téléphones, nos ordinateurs, le cloud, la puissance de calcul, finalement toute l'infrastructure même qui pourrait servir à cette intelligence artificielle, elle n'est pas souveraine. Ouais, tout à fait. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est qu'en fait, l'IA souveraine, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais c'est un gâteau souverain qu'il faut commencer à faire. Et effectivement, ce gâteau, eh bien, c'est ce que vous dites. Mais ça va même jusqu'aux câbles. Les câbles qui transportent l'information, évidemment les clouds. Enfin, je veux dire, tant que les serveurs qu'on utilise sont américains, on peut mettre une IA aussi souveraine qu'on veut dessus. De toute façon, tant que les serveurs sont américains, les Américains y ont accès. Et donc, on ne peut pas faire grand-chose. Donc oui, il faut le faire. Alors, Mistral, quand même, qui est un peu notre IA souveraine, etc., mais qui fonctionne très, très bien, est en train de construire un data center dans l'Essonne en ce moment. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, oui, je pense que l'IA souveraine, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Pareil, il faut de la bureautique souveraine. Enfin, je veux dire, tant que tout ce qu'on crée, tant que toute la production intellectuelle européenne va sur des serveurs américains, il n'y a pas de concurrence possible. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois je suis un peu en désaccord avec les gens qui disent « Ouais, il faut investir plus ». Plein de gens qui prenaient le rapport Draghi qu'on brandit aujourd'hui à tort et à travers, qui dit « Ouais, il faut investir ». Mais tant que tout ce qu'on produit est accessible aux Américains, on ne pourra jamais faire mieux. Je veux dire, on n'est pas du tout dans un état de concurrence libre et également distribué. Enfin, il y a des asymétries d'information qui sont beaucoup trop importantes. Je pense qu'effectivement, la première chose à faire, c'est du cloud souverain, c'est de la bureautique souveraine et potentiellement de l'IA souveraine. Mais de toute façon, l'IA souveraine, aujourd'hui, le problème, c'est pas que DeepSeek soit chinois. Si on prend un DeepSeek et qu'on le déploie sur un serveur OVH, par exemple, ou Scaleway, ou 3DS, ou Outscale, en fait, c'est pas grave, ça va très bien. Parce que il fonctionne en local et donc il n'y a pas de difficulté. Donc vraiment, la question, c'est celle du serveur, pas forcément celle de l'IA, même si on y reviendra peut-être après. C'est vrai que les jeux de données avec lesquels on entraîne ces IA ont un impact sur ces IA. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous rappeler que ce podcast n'est pas rentable. Chaque épisode me fait perdre de l'argent et mes réserves s'épuisent petit à petit. Si vous souhaitez assurer la pérennité de mon projet, vous pouvez le soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon. Les liens sont en description. Il y a aussi une question qui revient régulièrement quand on parle de ce genre de sujet, c'est que finalement, on pourrait se dire qu'aucun pays n'est réellement souverain. Par exemple, même les États-Unis doivent acheter des puces qui sont fabriquées à Taïwan, avec des équipements de lithographie faits aux Pays-Bas, ou même des matériaux de base qui viennent du Mozambique. Donc finalement, c'est une chaîne qui est extrêmement mondiale et interconnectée. Est-ce que ça a vraiment un sens de parler de souveraineté dans ce contexte ? Alors oui, c'est vrai. On a aujourd'hui des chaînes logistiques qui sont complètement mondialisées. Et d'ailleurs, on voit bien, et Trump l'a un peu appris à ses dépens tout récemment, c'est qu'en fait, on ne peut pas juste augmenter les droits de douane. Parce qu'en fait, quand on augmente les droits de douane, Apple, qui fait la moitié de son hardware à l'étranger, va être forcé de sortir son nouvel iPhone 30% plus cher. Donc en fait, c'est pas possible, etc. Oui, je suis assez d'accord. En fait, peut-être que le vrai sujet autour de ça, c'est celui de l'extraterritorialité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on veut du souverain et pourquoi est-ce qu'on veut du cloud français et pas du cloud américain ? Parce que il y a des lois américaines, donc Cloud Act et FISA notamment, qui disent que si un logiciel tourne sur un serveur qui appartient à une entreprise américaine, alors un juge américain peut demander à y avoir accès sur simple courrier. Donc effectivement, ça c'est une loi d'extraterritorialité. On a bien vu, et ça c'était l'affaire de BNP et de l'Iran, ça va être en 2011, enfin tout début 2010, que l'utilisation même du dollar entraînait un certain nombre de devoirs
que les Américains pouvaient saisir un petit peu à leur guise. Et ça, en fait, c'est le sujet de l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des lois qui s'appliquent en dehors du pays qui les vote, alors effectivement, on a des sujets de souveraineté. C'est vrai que si on n'avait pas ces lois-là, et qu'on disait que de toute façon, si ça tourne en France, si un serveur fonctionne en France, alors de toute façon les Américains n'y ont pas accès, c'est vrai qu'on aurait moins de besoin là-dessus. Mais aujourd'hui, le fonctionnement mais donc c'est vrai, vous avez raison de poser la question, c'est avant tout réglementaire, et je pense qu'effectivement, ça dépend beaucoup d'extraterritorialité. Et d'ailleurs, ce matin, j'écoutais une émission justement qui disait que l'euro pourrait prendre la place du dollar. Et ça, sont avant tout des décisions politiques, parce que le dollar s'est considérablement dévalué récemment et que les États ont diminué leurs réserves de change en dollars du fait notamment de la politique quand même extrêmement volatile qui est actuellement menée. Donc c'est vrai que si les échanges se faisaient en euros, probablement que ces lois, en tout cas même certainement que ces lois d'extraterritorialité n'auraient plus cours. Mais sur le numérique, effectivement, c'est encore autre chose. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi peut-être de mettre en place une sorte de codépendance. Ça permettrait, lorsqu'il y a des négociations, de pouvoir dire nous aussi, on a des arguments sur la table finalement. C'est vrai. Alors, et d'ailleurs, on est en codépendance. Les États-Unis, principalement avec la Chine, en fait. C'est vrai que les Américains dépendent en fait assez peu des Européens, ou en tout cas pour des choses moins critiques, c'est-à-dire les vins et les spiritueux pour la France, les voitures pour l'Allemagne, mais ils savent faire des voitures aussi. C'est vrai qu'effectivement, sur tout ce qui est semi-conducteurs, sur tout ce qui est processeurs, on a beaucoup parlé de Taïwan et de TSMC. On parle de la Corée du Sud, qui d'ailleurs est en train de mettre en œuvre des poches d'argent pour contrebalancer les effets des hausses de taxes, parce qu'aujourd'hui, l'export de semi-conducteurs depuis la Corée du Sud, je crois, représente quasiment 20% de leur PIB. Donc effectivement, il faut qu'ils prennent ça en compte. C'est vrai qu'on est tous très dépendants de l'Asie et principalement de la Chine. Ça, c'est très bien expliqué dans un livre qui s'appelle La destruction de l'État, qui a été écrit par Maru Nedé, et qui dit en fait que dans les années 2000, dans les années 2000 et même dans les années 90 finalement, on a supposé que les Chinois seraient éternellement gentils, pas chers, et qui nous créeraient tous nos objets, et que leurs usines en fait créeraient tous les objets dont on a besoin éternellement, sans jamais progresser et en restant tout le temps parfaitement disponibles. C'était évidemment un très mauvais calcul, et aujourd'hui on en paye le prix. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on est dans un état de dépendance d'un point de vue industriel très avancé vis-à-vis de la Chine. Et ça, en ce sens-là, Trump a raison, et il avait raison dès son premier mandat quand il disait qu'il faut se réindustrialiser. En tout cas, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de rapport de force, c'est évident. D'un point de vue écologique, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent, finalement, c'est peut-être pas idiot qu'on ait des gens qui sachent produire de manière optimale, parce que les Chinois ont atteint ce niveau-là aujourd'hui. Ils produisent les choses de manière très efficace. Et certaines personnes disent il est probablement plus efficace de tout produire à un endroit de manière optimale plutôt que d'avoir 50 petites usines pas très optimisées aux quatre coins du monde juste pour être indépendant. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe en autarcie, quoi. Tout à fait. Et d'un point de vue de la souveraineté numérique, justement, souvent, quand on aborde ce sujet, les gens vont très rapidement taper sur la régulation. Dire que finalement, si on n'a pas des géants du numérique, si on n'a pas développé... pourquoi finalement, qu'est-ce qui expliquerait que l'Europe n'arrive pas au niveau où est la Chine ou les États-Unis? Ce serait vraiment à cause de la régulation qui freinerait vraiment massivement l'innovation en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, moi je suis assez opposé à ça. Je pense même que la régulation est aujourd'hui notre principale protection. Alors maintenant, la question reste quand même ouverte. Pourquoi en Europe, on n'a pas les géants du numérique qu'ont développé les Américains et également les Chinois? C'est une question... j'ai pas de réponse simple là-dessus. Ce qu'on dit souvent quand même, c'est que l'accès aux capitaux en Europe est beaucoup moins simple
qu'aux États-Unis. Je ne ferai pas le parallèle avec la Chine parce que la Chine est tellement dirigée que de toute façon, l'émergence de géants dans ce pays-là a été très largement sponsorisée par l'État et même voulue politiquement. D'autre part, la Chine a eu également une politique protectionniste qui lui a permis de justement se protéger de l'arrivée des logiciels américains et donc de laisser des logiciels chinois se développer. Et enfin, je pense que la langue a eu un effet aussi. C'est-à-dire que les premières versions de Google marchaient très bien sur du français ou sur de l'anglais, beaucoup moins bien sur du chinois. Donc ça a laissé aussi à une entreprise comme Baidu le temps de se développer. Ce qu'il faut voir aussi, et ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais je pense que c'est vrai, c'est que le marché européen est très fragmenté. Quand on ouvre une boîte aux États-Unis, on a d'emblée 350 millions de personnes dans le pays le plus riche du monde qui parlent la même langue, qui utilisent la même monnaie, qui ont les mêmes référentiels. Quand on ouvre une boîte en Europe, eh ben on l'ouvre en France, ou on l'ouvre en Allemagne, ou on l'ouvre en Espagne. Mais le passage à l'Europe, notamment par le fait qu'on ait des langues différentes, mais également des réglementations fiscales différentes, fait que l'européanisation est beaucoup plus compliquée. Quant à la Chine, voilà, tout le monde parle chinois et il y a 1,3 milliard de consommateurs sur place. Donc je veux dire, c'est que déjà la Chine, il y a de quoi déjà faire une très grosse entreprise en Chine avant de partir à la conquête du monde. C'est vrai que quand on est en France, soit on part tout de suite à la conquête du monde, soit on dit je vais travailler en France, mais c'est vrai que le passage à l'échelle au niveau européen n'est pas simple, principalement à cause d'une fragmentation culturelle, linguistique et fiscale. Et de ce que j'avais compris, il y a aussi tout cet aspect de manque de financement finalement. Quand on est une start-up, c'est extrêmement difficile de trouver des fonds européens. Alors, ça dépend. Le financement des startups, c'est quelque chose qui est assez étrange parce que quand on y pense, les gens qui lèvent 100 millions ne dépensent pas du tout 100 millions. Je veux dire, quand on a 50 personnes, je veux dire, même Mistral qui a levé 1 milliard, ils n'ont pas du tout besoin d'1 milliard pour fonctionner. Ils étaient 20 quand ils ont levé, ou 30 ou 40. Donc je veux dire, même si les gens sont bien payés, ils n'ont pas besoin d'1 milliard. Donc je veux dire, c'est que de toute façon, sur le financement des startups, il y a aussi pas mal, un peu d'effets d'annonce, quoi. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je fais partie des licornes ou pas, etc. Mais alors, maintenant, c'est vrai, hein, c'est vrai que les capitaux sont quand même plus difficiles à trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, une boîte comme Mistral n'a pas du tout besoin d'1 milliard. C'est évident. Parce que, je sais pas, ils doivent être une centaine de personnes. 100 fois 100, on va dire qu'ils ont 10 millions de masse salariale, peut-être 20 millions de masse salariale. Ça leur fait 50 ans pour arriver à 1 milliard. Donc, je veux dire, ils sont clairement pas sur cette... Alors, ils ont du compute. Ça, c'est vrai que ça coûte cher. Mais je pense que de la même manière, ce sont des gens qui sont assez efficaces. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, comment dire, j'ai du mal à imaginer que ce soit qu'une histoire de financement. Je pense qu'effectivement, il y a une histoire de marché. C'est plus compliqué d'aller dans tous les pays d'Europe parce que, voilà, réglementation, fiscalité, langue. Mais je veux dire, une boîte comme Doctolib, je ne sais pas combien est-ce qu'ils ont levé, mais je veux dire, ils n'ont pas levé tant que ça. Et en revanche, ils ont un business model qui est hyper efficace, qui marche très bien. Pareil pour la fourchette, hein, c'était dans les deux cas Stanislas Neufchâteau qui a fait ça. Ils n'ont pas eu besoin de lever des milliards pour faire ça. Et juste, ça a bien marché, c'est bien exécuté, etc. Donc, sur l'aspect financement, je ne sais pas. En tout cas, sur ce genre de boîte. Sur les financements type Space Tech, type Biotech, peut-être même Quantique, où effectivement, dont on va dire qu'ils sont capital intensive, ça, je suis d'accord qu'il y a quelque chose. Mais ensuite, en Europe, il y a d'excellentes boîtes dans ces domaines-là. Enfin, n'oublions jamais que Moderna a été créé par un Français qui a travaillé en France pendant un certain temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'a pas spécialement manqué de financement là-dessus. Pour moi, le problème n'est pas unique, n'est pas forcément lié au financement, mais vraiment est lié à la fragmentation du marché versus deux énormes blocs, américains et chinois, intégrés au niveau linguistique, intégrés au niveau réglementaire. D'autant que ce gros problème de l'Europe d'un point de vue du manque d'unification fait qu'il y a une sorte de fuite des talents parce qu'on forme des gens qui sont vraiment très compétents mais qui du coup vont choisir de monter leur boîte par exemple aux États-Unis ou d'aller travailler pour des big tech et souvent beaucoup de directeurs par exemple des laboratoires d'IA des big tech sont français en fait, c'est ça qui est assez fou.
Non, mais bien sûr, non, mais alors ensuite, effectivement, et là, c'est vrai que c'est là que les levées peuvent jouer. Je pense à Hugging Face, par exemple, ou à Dataiku. Effectivement, ils sont partis aux US parce que là, d'emblée, on mettait un gros chèque. Et ce qui est vrai, c'est que pour les fondateurs, c'est quand même beaucoup plus attractif, quoi. Quand d'emblée, on met 50, 100, 200, 300 millions, c'est vrai que ça donne envie de déplacer son siège social. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, ce sont des entreprises américaines, Hugging Face et Dataiku, alors qui gardent quand même des liens importants avec la France, mais qui sont des filiales, qui ne sont pas là où le siège social est. Donc oui, non, ça c'est sûr que les politiques salariales américaines sont beaucoup, beaucoup plus attractives, même si ensuite, et ça un certain nombre le disent aussi, ensuite il faut payer l'école, il faut payer la nounou, il faut payer l'hôpital, et donc voilà, il n'y a pas tout ça, mais oui, évidemment, en termes de niveau de vie, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est vrai que pour les fondateurs principalement, c'est extrêmement attirant. Pour revenir sur l'aspect réglementaire, pourquoi est-ce que vous dites que la réglementation, c'est notre principale protection? Parce que c'est vrai que ça va vraiment à l'encontre de la plupart des discours qu'on entend sur le sujet. Franchement, quand on écoute ce genre de discours, vraiment, la régulation, c'est absolument catastrophique. Comment ça se fait que vous ne pensez pas ça? Alors, parce que pour deux choses. Déjà, moi, je ne connais aucune entreprise qui a mis la clé sous la porte à cause du RGPD, par exemple. Ça, je ne crois pas que ça existe. À l'inverse, le RGPD a permis à certaines solutions de se développer pour gérer, alors c'est vrai, les cookies, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas très pratique, mais malgré tout, bon, ça existe. Ça nous protège, ça fait qu'on n'a pas le droit d'acheter et de vendre nos données personnelles à tort et à travers. Donc ça, je pense que c'est quand même vraiment important. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui viendront en Europe pour ça, un jour, pour effectivement avoir leurs données personnelles, leurs données d'usage protégées. Ça, c'est le premier point. Et enfin, concernant la concurrence et concernant le libre marché, des lois comme le Digital Marketing Act qui disent que certains acteurs du numérique, les plus gros, doivent permettre la portabilité des données, doivent permettre de passer d'un service à l'autre, ne peuvent pas être les passages obligés pour arriver sur Internet ou pour aller chercher une app comme le sont l'App Store ou Google Play. Eh bien, en fait, ce sont des lois qui sont libérales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des situations de monopole qui sont telles qu'il n'y a plus de libre-échange. Et donc, de toute façon, si on veut vraiment que le marché puisse se faire et que de nouveaux acteurs puissent émerger, eh bien, il faut de toute façon rétablir un certain équilibre. Aujourd'hui, personne ne peut aller attaquer Google de front. C'est absolument impossible. Ils sont beaucoup trop gros, ils ont beaucoup trop d'argent. Dès qu'on devient une menace potentielle, de toute façon, ils peuvent racheter sans aucune difficulté. Et donc, effectivement, il n'y a pas de marché possible. Alors, on pourrait me rétorquer, et c'est vrai, que OpenAI aujourd'hui attaque Google de front, en tout cas sur la partie search. Ce qui est vrai, mais OpenAI a reçu des financements absolument considérables qu'on n'a pas en Europe et qui ont été effectivement, c'est pas qu'une question de financement, c'est aussi une question de chercheurs. Et c'est vrai, c'est aussi une question d'environnement. Je veux dire, il faut pas être mauvais perdant. C'est vrai que les Américains arrivent à développer des choses plus ambitieuses, plus risquées. Il y a une culture du risque aux États-Unis qu'on n'a pas en Europe, qui explique aussi en partie le succès qu'ils ont technologiquement. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation européenne est très certainement la meilleure chose qu'on a à faire. Comment dire ? Je pense que c'est nécessaire, mais certainement pas suffisant. Mais si on ne l'avait pas, on se ferait littéralement dévorer. C'est-à-dire que là, on n'aurait plus aucun contrôle sur nos données, on n'aurait plus aucune chose de faire vivre la moindre boîte. Là, malgré tout, la réglementation, elle nous donne un contre-pouvoir qui est insuffisant, qui n'est pas complètement satisfaisant, mais qui est très clairement mieux que rien. Quelque chose qui pourrait vraiment aider cette souveraineté numérique à se développer, ce serait quand même que les boîtes s'entraident entre elles, disons. C'est-à-dire que, par exemple, une boîte qui développe une solution d'intelligence artificielle utilise un cloud européen ou ce genre de choses, que les services... Qu'est-ce qui explique en fait que quand une start-up, une entreprise se développe, systématiquement, elle va se tourner vers des solutions américaines la plupart du temps? Pourquoi ? Alors ça, c'est une vraie question et je pense que c'est un peu le fond du problème. J'ai travaillé récemment avec France Digital sur un Buy European Act. Effectivement, il faut qu'on achète européen. Alors, pourquoi on n'achète pas européen ?
Il y a une première raison qui est comment dire, historique, c'est-à-dire que les premiers à fournir des services de qualité en termes de cloud, c'est Amazon qui a inventé le cloud computing. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a très clairement une paternité qui font que ce sont les premiers qui ont proposé la solution. Et donc on s'est mis dessus. Et c'est vrai que les solutions numériques sont particulièrement sticky, comme on dit, collantes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une fois qu'on est sur un cloud, bah, c'est pas facile d'en sortir quand on a beaucoup de data, quand on a beaucoup de process, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette primauté à celui qui a inventé la solution. Ensuite, je pense qu'il y a également un élément culturel. C'est-à-dire que les US, c'est cool. Et ça, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup moins mesurable, mais je pense que c'est très vrai. C'est marrant parce que M, le chanteur, avait fait une super chanson là-dessus qui s'appelle Le complexe du cornflakes, qui dit on se sent toujours moins bon, quoi. Toujours moins bien que les ricains, c'est ce qu'il chante. Et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'il y a quand même un élément culturel qui est ancien d'ailleurs. Hein. Vous savez probablement que dans le plan Marshall, il était indiqué que les Européens devraient consommer une certaine quantité de culture américaine, c'est-à-dire sous forme de musique, sous forme de cinéma, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, ça, je pense que ça a contribué à nous mettre dans un état un peu de fascination vis-à-vis des États-Unis. C'est toujours mieux là-bas, quoi. Mon oncle d'Amérique, etc. Et c'est vrai que je pense que de manière très diffuse et, comme je disais, peut-être difficilement mesurable, ça a un vrai impact sur le fait que, spontanément, on va acheter américain. Et puis enfin, quand même, le troisième point, c'est que les acteurs, pour prendre l'exemple du cloud, par exemple, que ce soit Microsoft avec Azure, que ce soit Amazon avec AWS ou que ce soit Google avec GCP, ces acteurs-là sont énormes, ont une assise financière, ont une assise technologique qu'aucun acteur européen n'a. Je veux dire, jusqu'au lancement du cloud Lidl l'année dernière, qui est en fait qui est devenu le plus gros acteur de cloud européen. Hein. De fait, c'était OVH le plus gros acteur européen. Bon, OVH a quasiment fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Je veux dire, là encore, Google, donc Alphabet, doit être à peu près à 300 milliards. Et sur la division Google Cloud, ils sont à plusieurs dizaines de milliards. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et j'en parlais justement avec le directeur de la stratégie d'une boîte du CAC, de télécom, qui me disait, c'est vrai que moi j'ai des dizaines de millions de clients, j'ai pas envie de prendre de risques. Il y a aussi cette idée que prendre le plus gros, l'américain, c'est minimiser le risque, et que si quelque chose se passe mal, personne pourra venir nous dire mais pourquoi tu as pris cette petite solution exotique qui est hébergée je sais pas où, pourquoi tu prends pas l'un des big tech habituels. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces éléments-là qui font qu'on n'a pas le réflexe d'acheter européen, mais ce qui est très clair, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on achète du numérique, on paye 2 fois. On paye une fois en numéraire et une fois en data. Et donc, quand les Européens achètent du numérique américain, on paye 2 fois. On envoie toutes nos datas et on envoie énormément d'argent. Ce que je rappelle dans le livre, c'est que rien que sur la publicité en ligne, c'est 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment dommage qu'on n'en prenne pas notre part en Europe et qu'on fasse pas... Alors, il y a Criteo en Europe, qui est effectivement une régie publicitaire en ligne, mais je veux dire, pareil, par rapport à Meta, par rapport à Google, c'est minuscule. Donc, effectivement, il faut acheter européen. Au niveau public, évidemment, il y a aussi beaucoup de sujets là-dessus en ce moment même, hein, notamment suite au sommet de l'IA, sur la commande publique, en France, mais donc également en Europe. Mais il faut également que les acteurs privés se mettent à acheter européen. J'avais fait un post sur LinkedIn là-dessus il y a quelques mois. En gros, préférer Dafalgan à Doliprane, et donc de la même manière, préférer OVH à Google Cloud ou AWS quand on peut. Parce que vraiment, ça marche très bien. Alors, ça offre moins de services. En gros, quand on peut le faire en Europe, vraiment, faisons-le en Europe, quoi.
Est-ce que la législation, elle devrait peut-être obliger ou en tout cas fortement inciter les entreprises à aller dans ce sens? Oui, ben ça c'est vraiment tout l'esprit de Buy European Act. Alors ensuite, quelle forme ça peut prendre, c'est compliqué, d'autant qu'en plus l'Union européenne s'est toujours construite sur, comment dire, le libre-échange, sur justement le fait d'intervenir le moins possible sur le marché, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir un peu sur ces grands principes. Pareil, c'est ce que je dis également à la fin du livre, je veux dire, on ne peut plus être les derniers bons élèves du libre-échange. Parce que, évidemment, les Chinois ne le font pas, mais en fait, les Américains non plus. Et là, on l'a vu tout récemment, mais même quand j'écrivais ça en 2023, c'était déjà vrai. Euh, avec l'Inflation Reduction Act, par exemple, qui avait été passé par l'administration Biden. Donc, voilà, on ne peut plus être les derniers bons élèves du libre-échange, il faut qu'on joue collectif en fait. Il faut faut qu'on se passe la balle, il faut qu'on s'achète nos produits. Alors, quand on peut pas, on peut pas. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'un service comme Netflix, à mon avis, il n'y a qu'Amazon ou Microsoft qui peuvent le rendre. C'est-à-dire que envoyer des millions d'heures de vidéos, peut-être pas des millions d'heures à la seconde, mais ça doit pas être très loin en gros, être capable d'envoyer ce flux de manière absolument fluide aux quatre coins du monde, je pense qu'il n'y a que Amazon ou Azure qui sait le faire. Mais en revanche, héberger le site d'une industrie locale, OVH peut le faire, Scaleway peut le faire, Outscale peut le faire. Et donc du coup, jouons collectif, quoi. Est-ce que la France et l'Europe, avec ses avantages, enfin ses désavantages structurels dont on a parlé, n'a pas déjà un peu perdu la bataille? C'est-à-dire que les États-Unis, la Chine ont une avance telle, est-ce que vraiment c'est encore possible de faire quelque chose? Bien sûr, en fait, pour moi, la question, ça n'est pas de savoir si on a perdu la bataille ou pas. C'est évident, on en a déjà perdu plusieurs des batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Et donc, il faut le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Euh, voilà. Maintenant, oui, bien sûr qu'ils sont en avance. Oui, bien sûr qu'ils ont des technologies qu'on n'a pas encore, et ça encore du point de vue tech, faut voir. Mais en revanche, il faut le faire plus que jamais, et donc, ben, on va le faire. On sera peut-être en retard, on sera peut-être avec des services un peu moins bons pendant un certain temps, mais enfin, je veux dire, on a l'éducation qu'il faut, on a les gens qu'il faut pour le faire. Vous le rappeliez tout à l'heure, je veux dire, et ça on l'entend souvent, hein, qu'à San Francisco et dans la Silicon Valley, on entend parler français tout le temps. Je veux dire, c'est plein d'ingénieurs français. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire. Et encore, je parle que de la France, mais on va trouver la même chose en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne. Voilà. Donc il faut effectivement qu'on réapprenne à jouer collectif. Et non, c'est pas perdu, parce que c'est jamais perdu. Comment est-ce que ça pourrait se faire? Qu'est-ce que la France ou l'Europe devrait changer pour réussir à développer sa souveraineté numérique et encourager le développement de géants du numérique? Alors ça, c'est une question qui est très compliquée parce que, notamment sur les services B2C, type Google Search, type réseaux sociaux, etc., c'est extrêmement compliqué de faire changer les gens d'habitude, hein. On le voit bien avec Blue Sky, hein. Blue Sky, pourtant, tout le monde avait dit allez, on s'y met, on quitte Twitter, etc. Et en fait, c'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, en fait, il y a encore plein de choses sur Twitter. Et en fait, on n'arrive pas à se sortir de ces services-là. Alors, il y a une option qui est la réglementation dure, mais ça, je ne pense pas que ça fonctionne. C'est-à-dire, en gros, un jour, on dit, ou alors un jour, on prévient un peu en avance, on dit voilà, le 1er janvier 2026, Facebook et Instagram et WhatsApp ne seront plus accessibles depuis l'Europe. Mais le problème, c'est que si on fait ça, c'est la guerre civile. Donc ça, on ne pourra pas le faire. Et c'est marrant, j'en parlais avec un ami chinois récemment, il me disait le gouvernement chinois avait essayé de faire ça courant des années 2000, et finalement, ils ont dû, en tout cas, laisser l'usage de VPN autorisé, parce que les gens voulaient quand même utiliser les services de Google, etc. Donc je pense que la seule manière, c'est de faire un service alternatif qui soit au moins aussi bon. Et donc ça, c'est compliqué, mais en fait c'est pas du tout impossible. Moi je sais que récemment, par exemple, j'ai quitté Google pour aller sur DuckDuckGo. En fait ça marche très bien, hein. Donc je veux dire, ça pourrait être pareil sur Quant, etc. Je pense qu'effectivement on peut faire des incitations fiscales et juridiques pour acheter européen, et ensuite ben voilà, avoir vraiment des solutions qui sont au moins équivalentes. Parce que, comment dire, le côté c'est moins bien, mais c'est mieux. Enfin, en gros, on ne remplace pas la qualité d'usage
par une espèce de morale qui ferait que les gens n'ont pas un comportement sacrificiel pour dire pour l'Europe, je vais utiliser un vieux téléphone en noir et blanc. Non, ça ne marchera jamais. Donc il faut des choses qui sont aussi bien, mais vraiment on peut le faire. Enfin, en tout cas, on a toutes les connaissances, les compétences pour le faire. Là, effectivement, il va falloir de l'investissement parce que ce sera de l'investissement sur des usines. Donc ce sera des choses qui seront capital intensive, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on les a, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas produire un téléphone. Alors ensuite, si on ne fait pas tout ici, c'est pas grave. Et je veux dire, comme on le disait tout à l'heure, les chaînes logistiques sont complètement mondialisées. Donc de toute façon, l'idée, c'est pas de tout refaire ici. Mais c'est petit à petit d'avoir des blocs qu'on réintègre en Europe. Ça peut être un bout de bureautique, ça peut être ne serait-ce que les traitements de texte dans un premier temps. Les expériences qui avaient été faites, par exemple, justement sur les suites bureautiques, on avait mis des suites qui étaient vraiment pas agréables, qui fonctionnaient pas bien, qui buggaient, etc. Donc ensuite, les gens disent « Ah là, c'est encore le truc gouvernemental, ça va être chiant, etc. » Tout récemment, la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique, a sorti une nouvelle suite bureautique qui s'appelle La Suite, c'est aussi simple que ça, et qui marche hyper bien. Je suis allé, j'étais invité à une démo au sein d'un collectif qui s'appelle Alliance. Mais je veux dire, les personnes s'étaient enregistrées, d'emblée le transcript avait été sorti, était arrivé sur une page type Notion, voilà, la personne avait demandé une traduction, ça avait été fait en 2 clics, etc. Ça marche hyper bien. Et donc, quand on propose des services qui marchent aussi bien, qui potentiellement sont moins chers, et qui en plus sont souverains, alors là, ça marche. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on est déjà en train de faire, et qui vont sortir de terre. Donc non, il faut surtout pas baisser les bras. Ça, le pire truc, c'est « Ah, de toute façon, c'est perdu, on peut plus rien faire ». Là, je suis désolé de prendre cette référence historique, mais je veux dire, le 18 juin 1940, les Allemands étaient à Paris, la France avait capitulé, on aurait pu se dire qu'on avait perdu la guerre. Et ben non, il y a un type à Londres qui a dit « Non, non, moi, je vois pas les choses comme ça ». Voilà, et ça a donné la résistance française, qui n'aurait pas pu gagner sans l'intervention des Américains à l'ouest et des Russes à l'est, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est ça ce que je veux dire quand je dis c'est jamais perdu, c'est que non, il faut le faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on part du fond du cours, quoi. Avant, vous disiez que une des grosses difficultés pour les startups en Europe, c'est justement ce manque d'unification. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là? Est-ce qu'il faudrait une Europe plus unifiée? Oui, ça c'est sûr, au niveau réglementaire, au niveau fiscal. Au niveau linguistique, malheureusement, ça ne se décide pas. Donc, de toute façon, l'anglais s'est un peu imposé comme la lingua franca européenne, et pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Les Français n'aiment pas ça parce que, voilà, mais de fait, et surtout les jeunes générations parlent anglais entre elles. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait une langue de communication, donc ça, c'est très bien. Il y a probablement des mouvements de consolidation à faire. Nous, on réfléchit à ça chez Recital, à dire est-ce qu'on n'a pas d'autres boîtes à racheter qui seraient peut-être moins avancées technologiquement, mais qui ont déjà des contrats, qui ont déjà des people, et donc qu'on pourrait moderniser. Il y a d'autres gens qui font ça, hein. Chaps Vision, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils sont en train de racheter des boîtes qui sont, pour certaines... qui n'ont pas forcément pris le bon virage technologique. Et donc, du coup, là, c'est vraiment des opérations financières de rachat et de consolidation pour faire des acteurs qui sont crédibles face à des acteurs américains beaucoup plus gros. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Un très grand groupe français, allemand, espagnol ou ce qu'on veut, va quand même préférer des solutions qui émanent de très grosses boîtes. La Startup Nation, c'est sympa, mais le problème, c'est que tant qu'on passe pas à l'échelle, et c'est d'ailleurs un peu le mythe de la scale-up, en fait, ça fonctionne pas. Et passer à l'échelle, c'est pas juste lever de l'argent, c'est faire du chiffre d'affaires. Il y a un moment où, et même mieux que du chiffre d'affaires, du résultat. On ne peut pas vivre que de subvention en subvention. Surtout aujourd'hui, de subvention, pardon, de levée de fonds en levée de fonds, surtout aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être faites au niveau européen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un marché, notamment des startups, qui est très régionalisé. Et on va avoir les startups espagnoles, les startups françaises. Il y a en fait assez peu d'échanges entre. Et d'ailleurs, finalement, peut-être la seule startup qui soit vraiment européenne, même mondiale, ça serait Spotify. Ça va être les Suédois de Spotify. Peut-être Klarna, ce sont les Suédois aussi. Mais en France, Blablacar... Si, Blablacar, c'est un peu exporté. Doctolib est quand même très franco-allemand.
Deezer probablement sort un peu des frontières strictement françaises, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement on a des difficultés à sortir vraiment de France et encore plus d'Europe, et donc il est quand même assez probable que et là c'est vrai qu'on revient bien sur la question de l'investissement, qu'il faille des mouvements financiers de consolidation de toutes ces startups. Là encore, on a un paysage qui est trop morcelé, qui est trop fragmenté, et qu'il faudrait réunifier pour faire des acteurs beaucoup plus puissants, beaucoup plus gros. Ce qui est vraiment pas évident, c'est que du coup, il semblerait effectivement que beaucoup de choses se jouent au niveau européen. Pourtant, il y a de plus en plus de divergences aussi entre les différents pays européens, avec notamment la montée de politiques d'extrême droite Ouais, ouais. qui souvent vont vouloir ben, avoir un cadre très national et vraiment pas européen, va pas vouloir faire de la coopération avec les autres, et donc beaucoup de divergences de points de vue. Et au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout l'Europe et qui aimeraient vraiment pas mettre en place un projet européen dans ce style. Comment on fait avec ça? Ben, je pense justement que des initiatives de réunion, que ce soit d'entreprises, mais même de cadres fiscaux, mais même de réglementation, etc., sont positifs. Je veux dire, on sait que l'un des grands succès de l'Europe au niveau éducatif, évidemment, mais également au niveau de la perception de l'Europe par les gens qui l'habitent, c'était par exemple le programme Erasmus. Ça a très bien fonctionné, ça coûte pas très cher, et les gens se rendent compte que aller passer 6 mois d'études dans un autre pays européen, c'est hyper sympa, on découvre une autre culture, et ça c'était très positif pour l'Europe. Mais je pense que de la même manière, les actions économiques dont je parlais, qui étaient de dire on rassemble les entreprises, on les fait travailler ensemble, je pense pourraient être très efficaces. C'est vrai qu'aujourd'hui l'Europe est perçue un peu comme un monstre froid, hein, au sens de Hobbes, l'État est un monstre froid, c'est-à-dire très technocratique, bureaucratique, très éloigné des besoins des gens. Je pense qu'il y a également un effort de communication à faire, parce que quelqu'un comme Viktor Orban, qui est vraiment le premier européanophobe d'Europe, n'arrête pas de cracher sur l'Europe, mais a bénéficié d'un nombre de financements européens absolument colossaux. Je veux dire, l'Europe s'est modernisée, la Hongrie s'est modernisée en grande partie à l'aide de fonds européens. Et ça, il faut quand même le rappeler. Et à l'inverse, en Pologne, le PiS, donc d'extrême droite, était passé jusqu'il y a 1 an ou 2. Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un de beaucoup plus modéré qui est revenu, avec effectivement un discours sur l'Europe qui est beaucoup moins européano-sceptique. Donc ça, je pense qu'effectivement, il y a un vrai, un vrai travail de communication à faire. Mais c'est vrai que là encore, c'est vrai que sur toutes les questions que vous posez, on se rend bien compte que c'est pas gagné. Maintenant, ce que beaucoup de gens disent, en tout cas on commence à l'entendre, et ça j'y crois assez, il est possible que le moment dans lequel on est soit justement l'électrochoc dont on avait besoin pour se rassembler. Et on voit que finalement le précédent électrochoc, ça a été celui du Covid. Et très rapidement, l'Europe a réagi pour rassembler des fonds, pour acheter des vaccins et pour se défendre. Et bien de la même manière, moi je crois en tout cas que l'Europe pourra se retrouver. Alors là encore, ça ne sera pas tout rose, ça ne sera pas du jour au lendemain et ça ne sera pas 100%. Mais en tout cas suffisamment pour que les gens se disent ok, là on n'a plus le choix, on ne peut plus se refermer juste sur soi-même, il faut qu'on avance ensemble. Et d'ailleurs, même Marine Le Pen, donc l'extrême droite française, ne parle plus de Frexit. Il n'y a plus que certaines branches les plus extrêmes de l'extrême droite qui parlent de Frexit, comme Philippot. Mais Marine Le Pen ne parle plus du tout de Frexit, alors qu'elle en parlait en 2017. Heureusement qu'elle n'a pas été élue à ce moment-là. Je veux dire, rappelons, pour revenir sur la question sur la réglementation, que si aujourd'hui l'Europe peut imposer des réglementations comme le DSA ou le DMA, c'est parce que l'Europe, c'est également le deuxième ou troisième marché du monde. C'est 17 000 milliards de PIB. C'est 450 millions d'habitants. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est uniquement quand on a ces chiffres-là que les gens en face disent « Ok, je vais peut-être respecter la loi ».
ou en tout cas, et encore, dans la mesure où ils la respectent. Mais en tout cas, je vais être prêt à me plier et à faire des efforts parce que ce marché m'intéresse. Mais si on n'était que les Français, les big tech ne feraient jamais l'effort de ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment dans un cas où l'union fait la force et où tout seul, on est trop faible pour se battre face à des acteurs. Enfin, je veux dire, là, je parlais du PIB de l'Europe, c'est à peu près celui de la Chine, hein, donc 16 ou 17 000 milliards, et les États-Unis, c'est 25 000 milliards. Si on redevient tout seul en France avec nos 3 000 milliards de PIB, ce qui est très bien, hein, parce qu'en comparaison, les 3 000 milliards de PIB de la France, c'est le PIB de l'Afrique. Donc on voit bien les ordres de grandeur. Mais chose, c'est que tout seul, face aux États-Unis ou à la Chine, on ne peut rien faire. Donc c'est uniquement dans le cadre de l'Union européenne qu'on peut le faire. Et toutes les voix discordantes qu'on entend, il faut quand même leur rappeler qu'ils se sont très largement développés grâce aux fonds européens. Plutôt que de courir derrière les États-Unis ou la Chine, est-ce qu'on ne devrait pas aussi penser à des projets différents, courir à côté, mais de façon différente à quelque part? Ouais, tout à fait. Ça, c'est l'idée du modèle européen qui existe, hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en tout cas, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, on a déjà 3 modèles finalement. On a le modèle américain qui est un modèle de libre-échange et plutôt de laisser-faire, c'est-à-dire qu'on a un minimum de réglementation. Il n'y a que 5 États aux États-Unis qui ont une réglementation sur la protection des données personnelles. Tous les autres n'en ont aucune, et donc effectivement, on a des courtiers en données, on a tout ça. Ça, c'est le modèle américain. On laisse faire, et c'est vrai que ça permet l'émergence d'innovation, ça permet l'émergence de grandes entreprises, mais voilà, comme on dit là-bas, break things first, puis ensuite on verra. Bon. De l'autre côté du monde, le modèle chinois qui est complètement à l'opposé et qui dit ok, toutes les données doivent être d'une manière ou d'une autre compatibles et contrôlées par le parti. Ça, c'est plutôt 1984, avec effectivement un système de surveillance généralisé, mais qui permet aussi l'émergence quand même de très gros acteurs, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire un très gros marché, beaucoup de monde, une langue commune, etc. Et puis au milieu de ça, effectivement, il y a le modèle européen. Alors, on l'a beaucoup moqué, hein, il y a beaucoup de gens qui le moquaient en disant les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent. Bon. Comme si réglementer, c'était honteux, moi je ne le crois pas. Je pense qu'à l'inverse, réglementer, c'est assez intelligent dans cette position-là. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, finalement, je ne fais pas les choses moi-même, mais je leur donne une orientation indirectement par la réglementation que je leur impose. Et donc ça, c'est assez intelligent comme manière de faire. Comme je disais tout à l'heure, c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est sûr qu'au bout d'un moment, les gens qui font finissent par dire bon, t'es sympa avec tes règles, enfin c'est moi qui fais, donc tu t'adaptes ou tu prends pas. Donc c'est évident que c'est pas pérenne et infini. Mais malgré tout, c'est une posture qui est efficace, qui permet de définir des cadres. Et d'ailleurs, ces cadres sont très largement repris. La réglementation générale sur la protection des données, donc la RGPD, a été aujourd'hui déclinée dans une grande partie des pays du monde. Donc c'est aussi une source d'inspiration pour ça. Donc ça, c'est, je dirais, la première partie du modèle européen, qui est donc un modèle de réglementation. Maintenant, effectivement, on ne peut pas se contenter de ça. Quel doit être le modèle européen ? Sur la fabrication, il faut qu'on fasse, on ne peut pas que réglementer et commenter le monde, parce que c'est vrai que quelque part c'est un peu ça, non, on ne peut pas être que des commentateurs du monde, on doit aussi être des acteurs du monde. Et quel type d'acteurs ? Bien, ça, c'est ce que l'Europe défend depuis longtemps, et je pense qu'on doit continuer de le défendre. C'est un acteur responsable, un acteur ouvert, et un acteur, évidemment, qui tient compte du changement climatique. On ne peut pas l'ignorer. On n'est pas les seuls à le faire, hein. Les Chinois travaillent énormément sur le changement climatique. Maintenant, évidemment, ce sont les premiers pollueurs du monde en nombre et en volume, parce qu'ils sont quasiment 1,5 milliard. Mais sur l'électrification, par exemple, des transports dans les villes, ils sont allés extrêmement vite. Donc, eux aussi travaillent dessus. Il est évident que l'Europe doit garder ça en tête. Maintenant, là encore, le populisme européen s'oppose à ça, et d'ailleurs est le premier ennemi de l'écologie, hein. C'est une de leurs grandes lignes de... ils sont ennemis de l'immigration, mais ils sont aussi
ennemi de l'écologie qui, justement, censément empêche le développement, fait du mal aux gens, etc. Alors que on sait très bien et on mesure les effets néfastes, que ce soit, on a parlé récemment des polluants éternels, on parle évidemment de la pollution de l'air, on parle de la pollution des eaux, des sous-sols, etc. Donc je pense qu'effectivement, le modèle européen peut être celui-ci, c'est-à-dire un modèle de protection du citoyen, en fait. Aux États-Unis, on protège le business. En Chine, on protège le communisme. Et bien en Europe, on peut dire qu'on protège le citoyen. Et je trouve que finalement, entre les trois, je suis pas mécontent d'être là. Vous, pour parler de ce modèle européen, vous allez jusqu'à parler de réfugiés numériques qu'on pourrait accueillir en Europe. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce concept ? Ouais, c'est un concept un peu en guise d'exemple, mais il me semble assez probable, possible en tout cas, qu'avec l'importance que prennent les services numériques et qu'avec l'augmentation de la surveillance que ces services numériques permettent, Shoshana Zuboff parle même de capitalisme de surveillance, eh bien il y a des gens qui disent finalement, moi je vais me réfugier en Europe où je sais que ma vie numérique sera mieux protégée, ne peut pas être cédée à n'importe quel prix, à tout moment, etc. Donc pourquoi pas, effectivement, imaginer des gens qui viennent s'abriter de la surveillance de l'État et ou des grandes entreprises en Europe. Pourquoi pas ? Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on voit ça un petit peu avec les scientifiques aussi, où maintenant, étant donné qu'ils sont vraiment muselés aux États-Unis et qu'il y a beaucoup de budget en moins, etc., c'est vrai que l'Europe pourrait être une sorte de terre d'accueil pour eux. Exactement, et ça, on a évidemment tout à y gagner. Ça serait en quelque sorte le mouvement de retour qui a eu lieu durant le nazisme en Europe, où à l'inverse, énormément de scientifiques ont fui l'Europe nazie parce qu'ils étaient juifs pour aller aux États-Unis et pour apporter une grande partie des inventions et des avancées scientifiques qui ont eu lieu. Hein. On se souvient de l'Institute for Advanced Studies à Princeton qui accueillait von Neumann, qui accueillait Einstein, qui accueillait Gödel, entre autres, qui avaient dû fuir l'Europe effectivement à cause du nazisme. Lors du sommet international pour l'action sur l'IA qui a eu lieu à Paris en février 2025, Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement de plus de 109 milliards dans le développement de l'intelligence artificielle. Mais une grande partie de ces fonds viennent de pays étrangers, principalement d'Arabie Saoudite. Il me semble qu'il y a plus de 60 milliards qui viennent de là-bas, par exemple. Est-ce que c'est un problème que ces fonds viennent de l'étranger ou pas nécessairement ? Là encore, ça dépend toujours ce qui est associé. Si vous voulez, c'est comme quand vous recevez un investissement dans une start-up, la question, c'est le pacte d'associé. Il y a des pactes qui sont particulièrement contraignants, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas précisément à quoi sont associés ces versements. J'en entendais parler tout récemment, où effectivement il disait voilà, ce sont quand même, c'est un dictateur quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui on n'est quand même pas dans une situation où le libéralisme prime. Donc effectivement, est-ce qu'on accepte l'argent de ces gens-là, et en même temps il faut être réaliste aussi. Donc voilà, je sais pas en fait sur cette question, j'ai pas forcément grand chose à dire parce que je connais pas les détails des accords qui ont été signés. Donc il faut voir. Si c'est pas du tout contraignant, bah oui, prenons l'argent et développons-nous. Si c'est extrêmement contraignant, il faut voir. Je comprends tout à fait. C'est vrai qu'en France, quand on parle d'IA souveraine, on va très très souvent parler de Mistral. Et je me demandais ce que vous pensez de ça, parce que c'est vrai que Mistral développe des intelligences artificielles qui sont assez impressionnantes par rapport aux ressources qu'ils ont, aussi bien financières qu'humaines. Mais d'un autre côté, par exemple, c'est une entreprise qui a largement participé à faire une sorte de shift dans la position de la France lors des discussions, des négociations du règlement européen sur l'intelligence artificielle, où la France était plutôt très positive face à ce règlement. Et apparemment, beaucoup de lobbying de Mistral a été dans le sens inverse. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Alors, deux choses. Sur Mistral, d'une manière générale, je pense que c'est une très bonne chose pour la France. Ça permet effectivement de placer la France, comme on dit, au centre de l'échiquier mondial de l'intelligence artificielle. Et c'est un bénéfice d'image dont on bénéficie tous. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que Mistral qui fait de l'IA. Recital fait de l'IA. Lighton fait de l'IA. Donc voilà, il y a plein d'acteurs qui font de l'IA en France. Donc ça, voilà. Maintenant, on bénéficie de l'image et de la communication indirectement que fait Mistral. Donc ça, c'est très positif. Sur l'AI Act, donc le règlement sur l'IA, effectivement, Mistral a eu une position un petit peu ambiguë à un moment. Il est possible que Cédrico cherchait à faire valoir des intérêts peut-être un peu personnel à ce moment-là. Ça a été discuté. Thierry Breton a dit ça. Je me souviens, c'était toute fin octobre 2024 ou 2023-2024, ouais. Non, 2023. C'est 2023, et effectivement, où les gens disaient ah, mais attention, le règlement sur l'IA va empêcher le développement d'IA européenne, on se tire une balle dans le pied, on va encore louper le truc, etc. Et en fait, à ce moment-là, on disait également qu'il y avait un financement potentiellement d'Andreessen Horowitz, qui sont pour le coup des Américains, chez Mistral, qui était conditionné au fait que l'AI Act ne passe pas. Donc là, effectivement, il y a peut-être un petit conflit d'intérêts. Maintenant, en pratique, il y a eu et l'AI Act, et le financement, et le développement d'excellents modèles par Mistral. Donc en fait, l'AI Act n'a rien empêché, contrairement à ce que Mistral et d'autres annonçaient. Bon. Mais je dirais que c'est passé, c'est pas forcément très important. Il y a eu un moment où effectivement il y a eu un peu cet égarement, et d'ailleurs Arthur Mensch est revenu là-dessus tout récemment en disant qu'il trouvait que l'AI Act était une très bonne chose, etc. Donc voilà. Ok. Et étant donné que justement une partie des fonds vient d'autres pays que la France pour financer Mistral et qu'ils ont aussi noué des partenariats stratégiques avec Microsoft, est-ce qu'on peut toujours parler de vraie souveraineté ou ça devient une sorte de souveraineté de façade ? Ça, là encore, je ne saurais pas le dire. C'est vrai que, comment dire, leur première levée de fonds les a dilués quasiment de 50% et les deux suivantes de 25%. Donc là, c'est vrai que si on fait les maths, on voit mal comment est-ce qu'ils sont encore majoritaires. Maintenant, Mensch dit qu'ils le sont toujours, que c'est européen, etc. Là encore, il faut lire les pactes d'associés pour voir ça dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que si... En fait, la question de la nationalité d'une entreprise est une question qui n'est pas du tout simple. Quand on a une petite boîte où tous les capitaux sont dans le même pays, c'est facile. Mais là, effectivement, il y a des capitaux étrangers, mais qui, en fait, eux-mêmes ont été investis via des véhicules. Un venture capital, c'est un véhicule qui lui-même reçoit des fonds de limited partners, qui sont des fonds beaucoup plus gros. Donc, il faut aussi s'intéresser à la nationalité de ces limited partners, etc. En pratique, oui, je pense qu'on peut considérer que Mistral est une entreprise française. Son siège social est en France. La majorité de ses employés est en France. Ils sont en train de construire des data centers en région parisienne, donc ils vont pouvoir faire tourner leur modèle sur les data centers français. Donc oui, je pense que, en tout cas en termes de souveraineté, ça l'est forcément beaucoup plus qu'un OpenAI, qu'un Anthropic ou qu'un DeepSeek. Alors maintenant, il y en a d'autres, hein, il ne faut pas oublier Lighton, qui fait aussi de l'IA générative française et en France. C'est vrai que maintenant, quand par exemple Emmanuel Macron parle de souveraineté numérique, d'IA, etc., il cite extrêmement souvent Mistral. Est-ce que ça n'a pas aussi un peu un danger finalement de presque tout miser sur une seule entreprise, par exemple ? Disons, ce que je trouve surtout un peu bizarre, c'est qu'un président se mette à sponsoriser ses boîtes. Hein. Enfin, on dirait un peu Trump qui vend des Tesla devant la Maison Blanche, quoi. Donc oui, ça c'est un peu surprenant. Maintenant, je le comprends parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même un énorme buzz autour de Mistral. Et pour cause, hein, ils ont sorti des très chouettes modèles, etc. Nous, on utilise leurs modèles d'ailleurs. Enfin, nous, on est très contents que Mistral sorte des modèles. Nous, notre plateforme permet d'utiliser des modèles Mistral, des modèles DeepSeek, des modèles OpenAI, des modèles hébergés par nous. Enfin, voilà. Donc, c'est que nous, ça nous va très bien aussi. Il y a eu énormément de buzz autour de Mistral. Je comprends effectivement qu'on en parle. Maintenant, effectivement, enfin, comment dire, il faut simplement rappeler que l'IA générative n'est qu'une partie de l'IA. Et qu'avec une IA générative, on ne fait pas tout.
On fait certaines choses, on fait certains bouts de processus, mais on ne fait jamais tout. Donc oui, il faut utiliser les Mistral, mais parfois il faut utiliser de l'OpenAI, parfois il faut utiliser... voilà, ça dépend. Mais donc oui, je comprends que Emmanuel Macron souhaite mettre ça un peu en avant. C'est un peu aussi son esprit Startup Nation, etc. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai écouté ces derniers temps quelques interviews de Arthur Mensch, du coup le fondateur, enfin un des cofondateurs. Et c'est vrai qu'un truc qui revient souvent dans ces interviews, c'est le fait de dire que finalement les intelligences artificielles, c'est des choses qui sont contrôlables. Enfin, on comprend comment elles fonctionnent et c'est un petit peu comme finalement un logiciel classique. Il l'avait dit devant le Sénat, il me semble, quelque chose comme ça, lors d'une audition au Sénat, ouais, que c'était vraiment comme un logiciel qu'on pouvait écrire et dont on contrôlait finalement les comportements. Alors que les gens, typiquement en sécurité de l'IA, ont plutôt tendance à dire que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous expliquez bien qu'aujourd'hui, on parle de ces intelligences artificielles comme des boîtes noires. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on parle de boîtes noires ? Parce que en fait, ce sont... dans l'histoire de l'intelligence artificielle, il y a vraiment eu deux mouvements. Le premier mouvement, qui a été celui des intelligences artificielles qu'on appelle descendantes, c'est-à-dire qu'on demandait à des experts de donner de la data et des règles qu'on allait coder sous forme de programmes informatiques et que du coup on contrôlait parfaitement. Par exemple, on allait vouloir faire un système expert pour faire du diagnostic médical et on allait dire d'abord on mesure la température, si c'est supérieur à 38, on regarde au fond de la gorge, s'il y a des points blancs, on regarde si la personne tousse, si la personne tousse, alors c'est une angine. Donc là, c'est effectivement des arbres de décision qu'on maîtrise parfaitement puisque c'est un expert qui l'a expliqué. Et le problème de cette approche, c'est qu'il y a tout un tas de phénomènes qu'on ne sait pas expliquer aussi précisément, ou en tout cas suffisamment précisément pour qu'on puisse les coder dans un ordinateur. Un phénomène comme la vision, comme l'audition, comme le langage, en fait, on peut mettre autant de règles qu'on veut, on ne sait pas comment est-ce que, à partir du flux audio que j'envoie avec ma bouche et avec mon pharynx et mon larynx aujourd'hui, comment est-ce que le son qui va arriver dans votre tympan, qui va faire vibrer votre tympan et qui va envoyer un petit courant électrique dans votre cerveau, comment est-ce que ça devient du sens ? Ça, ce mécanisme-là de la création du sens, on ne le connaît pas. Donc on ne peut pas le détailler sous forme de règles. Et donc on a eu d'autres approches qui sont des approches ascendantes, où on va dire plutôt que d'essayer de rassembler des experts pour leur demander de détailler le phénomène qu'on cherche à simuler, eh bien on va mettre de la data, plein de data, et on va laisser un modèle apprendre cette data. C'est-à-dire, quelque part, en extraire ses propres règles à partir d'exemples. Donc ça marche beaucoup mieux. Et c'est tout le machine learning. Le machine learning, l'apprentissage machine, qui a donné lieu au deep learning. Et dans le deep learning, il y a un modèle qui s'appelle le transformer. Et une des utilisations du modèle de transformer, c'est la génération de texte. Et donc, c'est ChatGPT, c'est Mistral, etc. Donc ça marche très bien. Mais au final, quand on a fini d'entraîner un modèle d'IA comme cela, eh bien, il va y avoir des milliards de paramètres, donc des valeurs numériques, dont on n'a aucune idée de ce qu'elles représentent. Et en ce sens-là, non, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il va générer une phrase plutôt qu'une autre. Ça, on ne le sait pas. Alors, ce que dit Mensch, il a raison, c'est qu'effectivement, on peut contrôler ce qu'il va dire en partie, puisque de toute façon, il est entraîné à compléter des phrases. Donc effectivement, en fonction des phrases qu'on va lui donner, il va pouvoir compléter de telle ou telle manière. Mais en revanche, la manière dont il va répondre à un moment donné, on ne la contrôle pas. Et donc, effectivement, ce sont des boîtes noires. Mais ensuite, ce sont des boîtes noires. Alors, qu'on contrôle, mais ça, c'est tout le red teaming et puis toutes les procédures qu'on met autour du modèle génératif pour s'assurer qu'il ne raconte pas n'importe quoi ou qu'il ne tient pas des propos qui seraient racistes, xénophobes, etc. Mais en revanche, la manière très précise dont il fonctionne, on ne la connaît pas. Et d'ailleurs, on a même parlé pour ChatGPT et pour les grands modèles de texte d'une manière générale, de phénomènes émergents. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettaient à faire des choses qu'on n'avait pas prévues
et pour lesquels on ne les avait pas directement entraînés. Ils ont appris à résumer, ils ont appris à traduire, ils ont appris à reformuler. Alors ensuite, on les a, encouragés dans cette direction avec des jeux de données d'instruction, en lui disant, si on te donne tel texte, voilà le résumé que j'aimerais avoir. Si on te demande de traduire ça en anglais, voilà une des bonnes traductions. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a eu des compétences qui ont émergé de ces très grands apprentissages. Et c'est d'ailleurs un peu ça, ce qu'a fait Waouh sur ChatGPT, c'est qu'on s'est dit, waouh, personne lui a directement appris à faire ci ou à faire ça. Et lui l'a appris d'une certaine manière par lui-même. Et en ce sens-là, non, on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans ces machines. Oui, c'est vrai que du coup, Arthur Munch, il a vraiment tendance à dire on ne déploie des systèmes on ne déploie les systèmes que dont on contrôle le comportement. Et c'est vrai que par exemple, j'avais trouvé ça assez fou quand ils avaient déployé Bing Chat on discutait avec le modèle, il insultait les utilisateurs, il disait « Ah, je vais te tuer, je vais te retrouver, je sais pas quoi ». Truc hyper flippant. Et évidemment, c'est pas les concepteurs qui voulaient faire ça, quoi. Enfin, c'est un comportement qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Du coup, c'est vrai que... Puis, je vois aussi, personnellement, j'ai des amis à moi qui travaillent dans le fait de, trouver des prompts, donc des requêtes, qu'il suffit de mettre au départ d'une requête pour pouvoir faire dire au modèle n'importe quoi, et ça fait vraiment que le modèle peut dire les choses les plus horribles, nous expliquer comment faire des cocktails Molotov, de la drogue, les machins, et c'est vraiment extrêmement simple à faire aujourd'hui. Enfin, les barrières de sécurité de ces modèles, elles sont vraiment très faibles, et en plus, avec tous les comportements émergents dont vous avez parlé, c'est vrai que aujourd'hui, quand une entreprise en fait met une intelligence artificielle sur le marché, elle ne sait pas forcément toutes les capacités qu'a cette intelligence artificielle. Et peut-être 2 années plus tard, on découvre de nouvelles façons de poser les requêtes qui permettent de voir qu'elle avait des capacités qu'on pensait qu'elle n'avait pas. Et donc, en ce sens, c'est vrai que dire qu'on ne déploie que des modèles dont on comprend le comportement, je trouve que c'est très largement exagéré. D'autant, lorsque c'est devant des politiques, ça peut leur faire... peut-être qu'ils ne comprendront pas les vrais enjeux s'ils pensent ça, quoi. Non, mais c'est évident que quand il dit ça, il prêche pour sa paroisse. Voilà, il a une entreprise qui fait ça, donc il essaye de rassurer tout le monde. Alors, sur le côté, et j'ai vu d'ailleurs que Maxime Fournès était passé chez vous, donc on a échangé plusieurs fois. Lui, effectivement, est plus inquiet que moi sur l'avenir potentiel de ces machines. Donc le cofondateur de l'association Posia. Exactement. Ouais. Et ce qui est intéressant, moi, je suis pas plus inquiet que ça, dans le sens où ces machines n'ont pas de volonté. Il n'y a pas un jour, ou en tout cas prochainement, où une IA va se lever et va dire « Allez, je vais partir à la conquête du monde ». Ça n'existe pas, ça. En revanche, il y a des gens qui peuvent utiliser ça pour massivement influencer ce que les gens pensent, ceux pour qui les gens votent, etc. Là encore, c'est ce qu'on dit souvent, on dit ChatGPT ne va pas remplacer les gens, mais les gens qui utilisent ChatGPT vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Et donc ça, pour moi, c'est la même chose. Mais donc, ce qui est quand même important de rappeler, c'est que c'est un outil. Et c'est vrai que c'est un outil qui peut être très puissant quand il tombe entre de mauvaises mains. On a vu l'influence que ces outils, mais également de tout ce qui est le marketing ciblé, pouvaient avoir sur les élections. Ça a été Cambridge Analytica, ça a été le Brexit, ça a été... Là encore, Giuliano d'Empoli, dans Les Ingénieurs du Chaos, l'explique parfaitement. Ça, il faut vraiment le lire. Donc voilà, mais ça reste un outil qui peut potentiellement tomber dans de mauvaises mains. Donc ça, je pense que c'est important. Sur le fait qu'on ne contrôle pas bien ce qu'ils disent, oui, ça c'est vrai. Sur le fait qu'effectivement, on puisse le jailbreaker, donc ce que vous disiez, voilà, en mettant des prompts au début, en essayant de lui faire raconter n'importe quoi, ça c'est parfaitement vrai aussi. Et ce qui est vrai, c'est quand une entreprise utilise un modèle d'IA, effectivement, elle ne sait pas précisément ce qu'il y a dedans. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, justement, qu'on avait défendu au moment du règlement sur l'IA, en disant, mais finalement, dans toutes les industries, quand, par exemple, Lafarge produit du ciment
pour Bouygues, qui va construire des bâtiments, eh bien Bouygues va demander à Lafarge de vérifier tout un cahier des charges pour être sûr que le ciment qu'il utilise va être efficace, résistant, robuste pour les tours qu'il construit. Eh bien de la même manière, quand on produit des modèles d'IA généralistes comme les LLM aujourd'hui, eh bien on doit fournir également tout un ensemble de vérifications aux utilisateurs en aval qui vont les inclure dans leur solution. Et donc nous, c'est avant tout pour ça en fait qu'on avait milité pour le règlement de l'IA et pour le fait que les producteurs d'IA généralistes eh bien en fait se conforment à un certain nombre de règles. Alors ensuite ils disaient ah oui mais on peut pas dire sur quelle data on s'est entraîné, ça c'est le secret des affaires, sinon on n'a plus de valeur, etc. Donc pourquoi pas, qui n'ouvre pas, qui ne rende pas public ce jeu de données, pourquoi pas, mais à minima qu'on ait des audits possibles, type Bureau Veritas, type Lloyds ou type voilà toutes les entreprises d'audit, tous les auditeurs, qui du coup pourraient aller faire des sondages aléatoires dans ces jeux de données pour s'assurer qu'elles sont suffisamment équilibrées, qu'elles ne contiennent pas... C'est que peut-être que toute la littérature d'extrême droite du 19e siècle est utilisée pour entraîner des grands LLM que peut-être je pourrais mettre dans mes produits. C'est vrai que j'aimerais bien le savoir quand même. Non mais ça fait sourire, mais un jeu de données comme Lion qui est utilisé pour la génération d'images, donc c'est pas des modèles de génération de texte, modèles de génération d'images. Eh bien, on s'est rendu compte, notamment Stanford s'est rendu compte qu'il y avait plus d'1 millier d'images pédopornographiques qui étaient dans ce jeu de données. Donc, qu'est-ce qui va générer quand je vais lui dire prendre un enfant par la main ? Je sais pas moi, mais ça peut être extrêmement dangereux. Donc ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il faut quand même qu'on puisse voir ce qu'il y a dans ces jeux de données pour effectivement s'assurer qu'il n'y a pas n'importe quoi. Et ensuite, deuxième sujet, sur les jeux de données utilisés pour l'entraînement, évidemment, les données sous copyright. Et là, on a un énorme problème et il commence vraiment à y avoir une bronca autour de ça, où les auteurs disent, mais enfin c'est absolument scandaleux, on a aujourd'hui des systèmes dont on sait qui sont truffés de données protégées, et ensuite, et potentiellement de données personnelles, et en fait que tout le monde utilise, et sans que ça ne pose de problème à personne, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'autant que c'est vrai que ce que vous dites, genre, les intelligences artificielles n'ont pas d'intention au sens humain du terme, mais on voit de plus en plus des sortes de comportements du fait qu'elles essayent d'atteindre un but, en fait. Et on voit du coup que pour atteindre leur but au mieux, elles vont avoir tendance à vouloir s'auto-préserver. Par exemple, quand elles savent qu'il y a un autre modèle qui va les remplacer, elles vont essayer de faire en sorte que ce modèle ne les remplace pas. Ou bien quand elles sont dans la phase de déploiement, juste avant qu'on les mette sur le marché, et qu'elles savent qu'elles doivent respecter un agenda de valeur assez strict pour être déployées, souvent elles vont faire semblant pendant la phase de déploiement, pendant la phase de test, de correspondre à ces valeurs, et ensuite elles vont reprendre leur objectif initial une fois qu'elles sont déployées. Et il y a plein d'autres exemples qui commencent à émerger comme ça, et c'est vrai qu'on pourrait se dire que avec l'augmentation des performances de ces modèles, si ça continue, c'est des phénomènes qui pourraient augmenter si on ne fait pas vraiment attention à la sécurité, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais là encore, ce sont des gens qui vont lui dire... Par exemple, typiquement, on l'a vu aussi, je crois que c'était sur ou sur du poker, je ne sais plus, où effectivement, l'IA allait tricher. Ou alors allait essayer de tordre un peu les règles pour machin. Mais là encore, c'est parce qu'un humain lui a donné comme objectif de... c'est vrai que le jour où on réussira à donner une vraie volonté à des IA, c'est vrai que là, il faudra vraiment faire attention, parce que nous, en fait, pourquoi on fait les choses ? Ça, c'est quand même une vraie question, ça. Est-ce que c'est uniquement pour, je dirais, maximiser notre plaisir et minimiser notre peine ? C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Je veux dire, on ne saurait pas nous-mêmes d'ailleurs expliquer pourquoi on fait les choses. La reconnaissance sociale, l'argent, séduire quelqu'un, etc. Mais tout ça, on a faim, on a des besoins aussi beaucoup plus simples qui vont faire qu'on bouge. Mais comment expliquer nos actions à chaque moment ? C'est assez compliqué. Et ça, aujourd'hui, on est quand même encore assez loin de pouvoir le donner à une machine. Donc de toute façon, les actions vont toujours être résultat d'une demande ou de l'utilisation de cette machine par un humain.
Donc je veux dire, c'est vraiment l'humain qui va être mal intentionné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand même, qui fait que la machine, je pense, est quand même très loin de nous remplacer, c'est qu'elle est encore complètement désincarnée. La machine n'a pas d'interaction ou très peu avec le monde physique. Et c'est très dur d'ailleurs pour une machine d'interagir dans le monde physique. L'interaction avec le monde réel est quand même encore quelque chose qui fonctionne très mal parce que le monde est imparfait, parce que y a toujours quelque chose qui n'était pas prévu. Les robots sont encore comment dire, sont encore très peu adaptables. Les robots ne s'adaptent pas au vrai monde. Et ça, je pense que ça nous protège aussi en partie maintenant. C'est vrai que sur toutes les sphères purement virtuelles, comme celle de l'information par exemple, ben oui, on peut avoir des campagnes de désinformation de masse, mais là encore, qui seront toujours lancées par des humains qui utilisent de l'IA, et pas une IA qui spontanément va se dire tiens, si j'allais essayer de machin. Ouais, tout à fait. L'objectif reste déterminé par l'entraînement qu'on fait de l'IA. Mais après, l'IA peut prendre des sous-objectifs qui, eux, sont problématiques et qu'on n'avait pas forcément prévus. Et c'est vraiment pour ça que c'est important de les entraîner de façon à ce qu'elles ne fassent pas ce genre de choses, quoi. Pour revenir au sujet de la souveraineté numérique, vous avez quand même eu l'occasion de discuter avec des politiques, même des ministres. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont ouverts sur la question, qui comprennent ce qui se passe et qui veulent agir en ce sens, ou bien pas? Est-ce qu'il y a une sorte d'aveuglement de ces politiques? Moi, je pense qu'ils veulent agir en ce sens. Je pense également qu'ils n'ont pas toujours la compréhension technique de ce qu'il y a derrière. J'ai été par exemple surpris de voir à quel point l'agenda d'un ministre, donc, que je ne nommerai pas, mais il y a 18 mois, et qui soudainement voulait faire de l'IA générative à tout prix. Et j'avais été invité à un petit déjeuner avec d'autres experts dans son ministère, et je lui avais dit, mais il y a plein d'autres choses que l'IA générative pour faire gagner du temps aux administrés, aux citoyens, etc. Et c'est vrai que j'étais sorti de là en me disant, mais c'est quand même incroyable, il y a une start-up de 500 personnes qui lance un produit en Californie qui va en fait avoir un impact sur l'agenda politique d'un ministre en France. Comment ça se fait qu'on n'ait pas une vision, je dirais, plus ancrée, comment ça se fait qu'on puisse se faire bousculer comme ça par finalement par une start-up. Alors en l'occurrence, la sortie de ChatGPT n'est pas un événement anodin, ça c'est sûr, mais j'étais quand même très surpris de voir qu'on manquait un peu, je trouve, de feuille de route à laquelle s'accrocher. Et donc, du coup, dès qu'une innovation sortait, vite, on faisait all-in dessus. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est ce qui manque un peu, c'est cette vision, même pas à long terme, ne serait-ce qu'à moyen terme. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit concernant la Chine. On dit, c'est vrai que l'avantage d'un dictateur, c'est qu'il est là pour 40 ans, il a le temps de voir à long terme. Nous, tous les 5 ans, on remet son titre en jeu. Donc voilà. Oui, je pense que la souveraineté est un sujet qui est en train de devenir de plus en plus important. Et là encore, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il est possible que Trump 2 soit soit une chance pour nous parce que ça va réveiller tout le monde. Là, on ne peut plus faire comme si ça n'existe plus et on ne peut plus dire que c'est un sujet anodin. Il faut vraiment s'y mettre et je pense que c'est en train de se faire. Et est-ce qu'il y a des camps politiques qui sont plus au fait de la question, ou qui investissent plus la question que d'autres? On disait en tout cas que l'extrême droite avait plutôt une tendance très nationaliste et du coup n'allait pas forcément prendre les décisions qui allaient dans le bon sens. Au niveau des autres camps politiques, à quel point est-ce que est-ce qu'il y a des grosses différences entre les différentes positions? Alors, c'est vrai que moi, de ce que j'ai entendu, j'ai trouvé que Place Publique et Raphaël Glucksmann étaient assez avancés sur le sujet. Sur la souveraineté numérique, il y a effectivement la droite. C'est pour ça que le terme de souveraineté numérique, j'aime bien le remplacer par autonomie numérique. Parce qu'effectivement, derrière souveraineté, il y a aussi des thèmes de droite qui ne sont pas spécialement numériques et qui sont plus effectivement autour d'une forme de nationalisme quasiment. Donc moi, auquel je me rattache pas du tout. C'est pour ça que le terme d'autonomie me semble meilleur. Mais oui, je pense que les politiques n'ont pas toujours, en tout cas, le background technique suffisant
pour absolument embrasser ça. Alors maintenant, il y en a qui l'utilisent. Là encore, Raphaël Glucksmann a quand même une communauté très forte sur les réseaux sociaux, mais également Jordan Bardella. Jordan Bardella est quasiment devenu un influenceur, en fait. Donc lui, il n'a peut-être pas forcément de connaissances techniques ou de vision sur le numérique, mais en tout cas voit parfaitement comment utiliser TikTok et Instagram pour gagner des voix auprès des électeurs, notamment les plus jeunes. Et vous avez donc vraiment décidé de prendre à bras le corps ce combat de l'autonomie numérique, du coup, en fondant la start-up Recital. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, nous expliquer ce que vous faites? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire faire de la souveraineté numérique chez Recital? Ça voulait dire être maître de tous les algorithmes et de tous les modèles d'IA qui sont utilisés dans notre plateforme. Et c'est ce qu'on a fait. On a publié depuis la création de Recital plus d'une vingtaine de papiers dans des conférences internationales. Donc on s'est beaucoup intéressé aux différents sujets. Donc nous, on est vraiment dans le domaine de l'automatisation documentaire, c'est-à-dire être capable de lire des documents, d'en extraire de l'information, que ce soit des PDF, des scans, des images, des tableaux, des contrats, des mails, des pièces jointes, tout ce que vous voulez. Lire ça pour automatiser tout ou partie de leur traitement. Et donc effectivement, pour nous, être souverain là-dessus, ça veut dire maîtriser les algorithmes, maîtriser leur fonctionnement, en gérer l'entraînement, avoir tout l'hébergement en France. Donc ça également, c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, du coup, traiter des très gros flux, comme par exemple l'ensemble des liasses fiscales françaises, de toutes les entreprises françaises, va être traité par notre IA. On a des États qui utilisent, en Afrique notamment, qui utilisent nos solutions pour toute la digitalisation des états civils. Donc voilà, on traite des très gros flux, gouvernementaux ou pas, et puis on travaille également ensuite avec des énergéticiens, des assureurs, des banquiers, qui de la même manière souhaitent que leurs données soient contrôlées, n'aillent pas aux quatre coins du monde, et donc qui utilisent nos solutions pour ça. Ouais, c'est génial. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et il y a une chose qui m'a particulièrement marqué aussi quand j'ai lu votre livre Donnerons-nous notre langue au ChatGPT. Ça a été la partie sur la publicité. Parce que vous y montrez que, en fait, la plupart des bénéfices qu'aujourd'hui ont les big tech, en tout cas certaines d'entre elles, vient de la publicité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? Et puis aussi, pourquoi ça vous paraît important de transmettre ce message finalement? Alors, effectivement, il y a deux big tech qui gagnent énormément d'argent grâce à ça, grâce à la publicité. C'est évidemment Google et Meta. Et en fait, la publicité sur Internet, c'est l'utilisation d'un type de modèle d'intelligence artificielle qui sont les moteurs de recommandation. Donc un moteur de recommandation, c'est un modèle d'IA qui, à partir de ce qu'on sait d'une personne, va lui recommander des choses. Sur Amazon, par exemple, le moteur de recommandation hyper connu, les gens qui ont acheté ça ont également acheté ça. Mais on dit que ce moteur de recommandation chez Amazon permet une augmentation d'à peu près 1/3 du chiffre d'affaires du groupe, qui fait à peu près 500 milliards de chiffre d'affaires. Donc je veux dire, on parle de 160 milliards de dollars. Chez Meta, la recommandation, ça va être la recommandation de posts, c'est-à-dire en fait donc qui vont constituer la timeline, mais également de publicité associée à ce qu'on sait de la personne. Chez Google, ça va être aussi de la même manière suggérer des publicités. Chez Netflix, ça va être suggérer la vidéo suivante. Sur Mythic, ça va être suggérer un partenaire ou un amoureux. Tout ça, c'est des moteurs de recommandation. Et ces moteurs ont un carburant, c'est la donnée personnelle. Donc ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on propose la publicité la plus adaptée possible à un moment donné à une personne, c'est en fonction de ce qu'on sait d'elle. Et ça, pour moi, c'est également très important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de l'IA, on reçoit une quantité phénoménale d'informations entre l'IA qui a permis de découvrir une planète ou l'IA qui va sauver l'humanité de telle ou telle maladie, etc. Mais en fait, quand on regarde les chiffres en vrai, c'est avant tout la publicité qui utilise l'IA et qui génère du chiffre d'affaires sur l'IA et qui a permis l'émergence des acteurs de la tech qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de redescendre un peu sur Terre et de dire, ok, l'IA magique, l'IA tragique, c'est comme ça que je l'appelle dans mon livre, c'est bien, mais en fait, ça n'est que la surface.
l'IA aujourd'hui est massivement utilisée. Pourquoi ? Pour vendre de la pub. Finalement, dernière question que je pose à tous mes invités, c'est si vous étiez sur scène avec un micro dans la main et l'humanité entière face à vous, que vous pourriez leur transmettre un message en quelques dizaines de secondes, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Alors sur l'intelligence artificielle, de dire sortez de la fascination. Utilisez ces systèmes de manière intelligente, vérifiez toujours ce qu'ils vous racontent, ils ne détiennent pas la vérité, et surtout, faites-vous vos solutions, utilisez-le avec parcimonie et n'oubliez pas, et ça c'est plus pour les réseaux sociaux, que c'est extrêmement addictif. Donc voilà, retournez dans le vrai monde, quoi. Gilles Moïse, merci. Merci beaucoup.